Après la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, la vie continue et Duel des sportifs reprend ses droits. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce premier numéro de Duel des sportifs d'après la Coupe d'Afrique des Nations. Au sommaire de cette émission, il y aura en tout cas de l'actualité. Vous serez vraiment gâtés et surtout avec l'invité de ce soir, il va tenter de nous expliquer avec beaucoup plus de détails ce que nous allons débattre ici après la Coupe d'Afrique des Nations. Place au bilan pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut arranger pour les années à venir dans cette équipe nationale. Et puis on parlera également de Florent Ibenge qui avait signé un contrat d'objectif 4 mois pour aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, vous partez. Est-ce que c'est opportun que Florent Ibenge reste dans l'équipe nationale ou pas? Et puis, troisième sujet de cette émission, on va parler de l'AS Vita Club. L'AS Vita Club, il y a 3 joueurs qui sont partis du côté du Maroc à l'insu des dirigeants du club. Est-ce un deal ou un coup préparé par les joueurs eux-mêmes? Pour répondre à ces questions, sur ce plateau, nous avons Maître Alain Makengo. Bonsoir. Bonsoir Péter. Joël. Bonsoir Joël Couteau, je vous confonds souvent. Bonsoir Joël. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Culture. Toujours présent. Merci. Duel des sportifs, Maître Alain Makengo est toujours là. Vous êtes président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme, l'ISPED. Voilà, merci. Avec vous, nous allons parler avec beaucoup plus de détails de tous les sujets que nous venons de brosser ici. En attendant, Gédéon ainsi à Thibou peut nous rejoindre en deuxième partie de l'émission, mais tout de suite, nous commençons avec vous, Maître Alain Makengo. La LISPED était présente à la Coupe d'Afrique des Nations. La LISPED a accompagné les Léopards d'entrée de jeu. Nous commençons avec cette histoire des Léopards de la République démocratique du Congo. L'équipe sortie en 8e de finale. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bilan de l'équipe nationale de la RDC. Commençons d'abord sur le plan technique. On a perdu 2 matchs. Contre l'Ouganda, on a perdu contre l'Égypte avec des prestations très médiocres. On a perdu contre le Madagascar. Vous étiez là. En somme, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'équipe nationale? Quel a été le vrai niveau de l'équipe nationale sur le plan technique? Bon, je crois qu'il y avait une mauvaise entame d'abord pour le premier match sur plusieurs points. Je crois que vous avez suivi, l'équipe a eu à subir, les joueurs notamment, ils ont eu à subir des examens à la veille du match les examens médicaux à la veille du match contre l'Ouganda. Très tard, ils ont été debout pour entendre parce qu'ils croyaient que les examens qui ont été faits au niveau des Marbella, ça suffisait, alors que la CAF avait changé le mécanisme quant à ceux. Ils ont été surpris en arrivant là-bas. Et moi, je me rappelle, lorsque nous étions là-bas, il y a Moutoubi de Santos qui avait demandé effectivement au coach qu'est-ce qui n'a pas été au rendez-vous ce jour-là pour que l'équipe puisse bien se produire. Et effectivement, parmi les raisons, il y avait cet aspect de choses. Le joueur n'était pas vraiment serein. Et il faudra aussi ajouter l'aspect climatique. Il faisait tellement chaud en Égypte, c'est surtout que les premiers matchs, ils ont joué vers 16h. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pas vécu le climat de Marbella, mais celui de l'Égypte, je l'ai vu. En tout cas, j'avais eu pitié de ce joueur, même si on n'était pas entré au stade. Vous vous rappelez, il y avait un forme des Je me souviens, on parlera du plan organisationnel. On est en train de parler d'abord du plan technique. Nous y reviendrons. Bon, c'est ça, sur le plan technique, c'est ça que j'avais à dire. Bon, le staff avait prévu un collectif de 11 joueurs pour affronter l'Ouganda, mais ça n'a pas été pétillant sur le terrain. L'équipe n'a pas bien tourné. Nous avons reçu 2 buts à 0, ce qui n'était pas fameux. Et malheureusement, la réaction aussi de nos joueurs, apparemment, les joueurs n'étaient pas concentrés, il n'y avait pas l'engagement des joueurs. Ils ont même demandé pardon. Moi, je me suis demandé, et je me suis dit, mais quel était le sens même de ces pardons-là? Ils se sont sentis coupables. Non, c'est le football. Le football, c'est soit la victoire,
soit la défaite, soit le match nul. On avait perdu, il n'y avait même pas de raison de se faire une scène là, de demander pardon. Entre eux, je n'ai jamais vu ce genre de scénario. Et l'équipe avait perdu. Et on nous a garanti, rassuré que le match contre l'Égypte sera... ça augure bien, mais lorsque nous sommes allés là-bas, on nous a flanqué 2 buts à 0 contre l'Égypte. Heureusement, contre le Zimbabwe, nous sommes rachetés un certain 30 juin. Nous avons joué dans un stade dénommé le stade du 30 juin. Et ce jour-là, apporté bonheur, et on a rendu les hommages à Ndaï ce jour-là. Donc je crois que tous les ingrédients étaient de notre côté pour que nous puissions remporter ce match. Mais malheureusement, contre le Madagascar, ça n'a pas tenu, on a fait un match nul. Et l'équipe de Madagascar s'était vraiment mobilisée avec leur président de la République qui était là, même si ce mobile n'est pas inopérant, n'est pas vraiment inopérant. Mais ça a quand même donné du tenus à l'équipe, aux joueurs. Ouais. Parlant des joueurs, en parlant un peu des joueurs de la RDC, on a vu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est aussi la forme des joueurs qui a influencé cette prestation médiocre? On a vu par exemple la plupart de nos joueurs n'ont presque pas joué dans leur club habituels, ils n'ont pas disputé les matchs de championnat. Est-ce que ça peut être aussi un élément qui a fait en sorte que la prestation de l'RDC soit une prestation moyenne tout au long de la CAN? Bon, ce sont les joueurs qui se sont quand même bien préparés. On a des bons joueurs, mais c'est ce que j'ai dit, c'est le football. Ça n'a pas tenu. Vous avez vu, on a perdu contre l'Ouganda, c'était pas fameux, mais on a rectifié les tirs. Contre l'Égypte, on n'a pas eu vraiment la chance on a menacé l'Égypte, mais on n'a pas eu la chance. Si vous voyez même la statistique de cette rencontre. C'était la première fois la RDC puisse dominer en possession. Vraiment, on avait dominé l'Égypte. Le régime a baissé effectivement lorsque nous avons joué contre le Madagascar. Lorsqu'on a joué contre le Madagascar, vous avez vu au début du match comment le Madagascar a menacé les 8 premières minutes la RDC et jusqu'à ce que le gardien a marqué les buts, et ce qui avait entamé aussi l'équipe, mais l'équipe est revenue en égalisant et on courait toujours derrière le score, ce qui n'est pas vraiment aussi bien dans ce genre de compétition, mais que voulez-vous, comme je l'ai dit, c'est le football. Les joueurs n'ont pas bien démérité. Moi, je me disais, j'ai parlé souvent avec le coach Ibeng en lui disant, effectivement, c'est un challenge qui sera très dur. Très dur. Pour la première fois, on aura 24 équipes. Donc, vous devez jouer près de 6 matchs pour arriver en finale. Et avec ces climats, je me suis même demandé comment, avec cette histoire-là de veste que le joueur devait porter, avec ces climats-là, je ne crois pas que... Ça ne serait pas possible. Vous avez vu toutes les équipes, lorsqu'ils venaient même au match, ils étaient presque en culotte, en singlet, même nous, lorsqu'à un moment donné, vraiment on était dans les tenues détendues là. Il faisait tellement chaud, même à 21h, 22h, le match de 21h et 22h, mais il faisait toujours chaud, raison pour laquelle vous avez vu le joueur prenait toujours de l'eau pour essayer un peu de se revigorer. Donc le climat aussi influencé la prestation des Léopards, selon entendre à ce que vous avez dit, aussi une part du climat qui a influencé. Venons-en à ce qui concerne l'administration, l'organisation de l'équipe nationale. On a vu avant d'aller en Égypte, le ministre a convoqué des réunions ça et là pour juste préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, sur le plan administratif, selon vous, généralement, d'abord, avant d'aller point par point, quel est le bilan de l'organisation de cette CAN du côté de la RDC? Je crois que le bilan laisse à désirer. Moi, j'avais une bonne impression avant qu'on puisse partir en Égypte, avec tout ce qu'il y avait comme mobilisation, comme discours. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'était tout autre. D'abord, on n'a pas préparé l'arrivée effective des supporters. On nous a parlé à la limite qu'il fallait
des AID pour entrer au stade, alors que la CAF avait déjà donné l'information et les autorités égyptiennes avaient répercuté la même information au niveau des ambassades. Vous avez vu à un moment donné, notre ambassadrice était ici à Kinshasa, toute l'information était entre les mains de ceux-là qui étaient habilités à publier ces informations. On a été surpris, mais arrivé là-bas, heureusement, les premiers matchs ne sont pas, on n'a pas assisté compte tenu de cela, et nous sommes prononcés là-dessus. Je crois que vous avez suivi le message de la LISPED. Nous avons dit non, il y a des aspects sécuritaires, nous voulons. Exactement. C'est là, effectivement, mais il faut aussi voir l'aspect sportif. Nous venons de loin, nous venons assister à une messe, à la grande fête du football africain, et on nous dit sur le plan sécuritaire, vous ne pouvez pas entrer, vous n'avez pas été identifié. Et avec l'apport des autorités congolaises, donc notamment l'ambassadeur et le ministre aussi qui étaient là, ils ont parlé avec les autorités égyptiennes, la CAF aussi est mise à contribution. On nous a autorisé d'entrer avec les billets du stade, donc le billet des matchs. Et ça, c'est un couac. Et vous imaginez, quand nous sommes arrivés pour le second match contre l'Égypte, on ne savait même pas, on devait entrer par quel gate, et puis nos billets étaient entre nos mains. Les billets d'entrée entre les mains de nos Égyptiens, on ne comprenait pas. Et c'est ce qui a même débordé la vague par rapport aux anciens léopards qui sont pleins. Il fallait leur prendre les billets. Ils sont entrés fortuitement dans un tohu-bohu vraiment le plus total. Et arrivé au match contre le Madagascar, les supporters sont arrivés en retard. Donc, lorsque même l'hymne national de la RDC retentissait, on était dehors, les animateurs qui devaient quand même communier avec l'équipe, malheureusement, sortait de la mise en train, on était encore dehors. Donc, vous voyez, tous ces ingrédients n'ont pas été à notre faveur. Et vous avez vu les Malgaches, ils étaient mobilisés, ils étaient à temps sur le terrain, je dis leur président, mais un couac aussi, lorsque le Madagascar a jubilé sa qualification. J'ai même vu aussi les présidents de la CAF aussi se mettre debout pour embrasser. Il était là en tant que président de la CAF ou membre de la délégation malgache? Non, il est président de la CAF, il doit être au milieu du village. Ben, c'est ça qu'il n'a pas fait. Donc je l'ai vu, en tout cas, il a aussi jubilé, peut-être il se serait reconduit après, mais il a jubilé. Bon, peut-être que c'est par patriotisme, c'est un fibre patriotique. Il a fait, donc voilà, là, il y a l'incompréhension, la guerre, vous avez vu entre les ministres et les anciens léopards, des messages qui sont passés, qui sont sortis par-ci, par-là, la violence qui avait eu lieu aussi au niveau de la délégation, certains supporters de la RDC, ils ont mis la main sur un conseiller du ministre, ce qui n'était pas bien. On a dénoncé, la LISPED avait dénoncé ces actes-là. Donc voilà. Et donc c'est comme si à un moment donné, il y avait pas mal d'unités. Et nous autres qui sommes membres de la LISPED, je vous assure, on a été violentés moralement. C'est comme si, comme nous sommes proches des anciens léopards, on nous a cités. Parce que beaucoup de choses se sont dites aussi à propos des anciens léopards. Nous aurez tout le temps de parler de ces anciens léopards, parce qu'il y a tout un dossier consacré à ces anciens léopards. Vous aurez la parole. On s'est épinglé, donc là, ça ne nous a pas plu. Je crois que nous allons intervenir dans les jours qui viennent par rapport à ça aussi. Aujourd'hui même, vous allez intervenir par rapport à ces dossiers des léopards, mais pour l'instant, je vais quand même vous inviter à suivre le résumé. Le bilan de cette équipe nationale de la RDC, la prestation de la RDC pendant la Coupe d'Afrique des Nations, dont on s'est résumé de la rédaction. Suivez. C'est avec un sentiment de regret que la République démocratique du Congo a quitté la Coupe d'Afrique des Nations dès le 8e de finale. Déjà, l'entame de la compétition était en deçà de toutes les attentes. Battue à la surprise générale dès la première journée par l'équipe ougandaise, la RDC ne saura pas relever la tête lors de la deuxième journée. Contre le pays organisateur, une nouvelle défaite, 2-0. En ce moment, plus aucun espoir de qualification pour les hommes de Florent Ibenge,
mais rêver était permis. C'est finalement lors de la deuxième journée que les Congolais vont sonner la révolte. Victoire sans appel, 4-0. Récupérée comme l'une des meilleures troisièmes, la RDC se fera finalement sortir en huitième de finale par le Madagascar. Après un nul de 2 buts partout, c'est au tir au but que tout se fera jouer. Une élimination qui était prévisible au regard du visage présenté par l'équipe pendant toute la compétition. Seul le niveau de l'équipe ne justifie pas cette élimination précoce. On parle également des problèmes d'ordre organisationnel. Les conflits entre le président de la fédération et le sélectionneur national. Les anciens léopards n'étaient pas non plus en reste dans la crise. Tous ces problèmes auraient dû être évités préalablement si et seulement si il y avait du sérieux dans l'organisation. Les responsabilités doivent être établies et tout le monde doit en tirer les conséquences pour que pareille situation ne se reproduise plus. Les responsabilités doivent être établies. Maître Alain Makengo, on a suivi le résumé. En tout cas, la prestation des léopards n'a pas été quand même fameuse. Mais parlons de l'organisation. Vous avez épinglé beaucoup de sujets. Vous êtes arrivé lors du premier match. La délégation, les supporters sont arrivés en retard. Il y a aussi un autre problème qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la délégation. Les gens se sont posé de questions. Pourquoi avoir amené les députés et sénateurs? Parce qu'on devait quand même chercher les supporters. Ils gagnent déjà beaucoup avec 13 000 $. Ils pouvaient aller avec leurs propres frais. Mais on a jugé bon d'amener les sénateurs, les députés avec le trésor, l'argent du trésor public, alors que beaucoup de supporters cherchaient à aller en Égypte pour voir quand même l'équipe nationale qui n'avait pas de moyens, ces supporters. Quelle est l'analyse que vous avez faite de cet état des choses? Amener quand même les députés, les sénateurs à la Coupe d'Afrique des Nations et quand même, quelque temps après, le ministre a fustigé, c'est là, il appelle ceci, je suis Jacquine, après la deuxième défaite, il appelle, je suis Jacquine. Est-ce que c'était opportun d'amener les députés et les sénateurs à la CAN? Je crois que lorsque la République prend la décision de par la culture de l'équipe nationale qui amène certaines structures, notamment ce que vous avez énuméré, les députés et les sénateurs, je crois que l'actuel ministre n'a pas vanté la roue, donc la République avait acquiescé que le député et le sénateur soient là pour accompagner l'équipe. Donc ils sont aussi parmi les supporters de l'équipe. Donc quant à la polémique, il y a lieu de dire pourquoi ils étaient partis, on a laissé les autres. Je crois que c'est une question qu'il faudra poser aux décideurs. Moi je ne peux pas dire d'emblée que les députés et les sénateurs n'ont pas le droit de citer d'aller accompagner l'équipe, mais il faut voir le contour, il faut seulement voir le contour de leur intervention pour accompagner. Ils sont congolais comme nous, ils peuvent aller, ils ont sollicité l'autorisation au niveau de leur institution, on leur a accordé et l'État les a soutenus. Bon, par rapport à l'intervention du ministre, bon, ils étaient aussi libres, ils sont partis, d'autres avaient peut-être il y avait certains sénateurs qui avaient des sessions parlementaires, bon, ils ont laissé l'équipe là-bas. Bon, si vous savez que vous avez session parlementaire, vous avez d'autres charges. C'est un couac aussi. Au lieu de laisser l'argent du trésor public se volatiliser, ou amener d'autres personnes, vous acceptez de partir et puis au bout de 2 matchs, comme l'équipe a perdu 2 matchs, vous êtes rentré pour dire que j'ai d'autres occupations. C'est pas sérieux, ça fait pas sérieux. Oui, ça aussi c'est un problème, mais lui il avait accepté que ces autorités, ces parlementaires viennent avec toutes ces conditions. Ils savaient qu'ils étaient en session parlementaire, il ne fallait pas accepter. Il ne faut pas aussi se plaindre de leur absence là-bas. Ils sont venus, ils sont rentrés, on les avait vus. On les avait rentrés en catastrophe parce qu'ils devaient accomplir leur mission institutionnelle ici. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de bruit par rapport à leur présence. Mais je crois que dans l'avenir, il faudra voir dans quelle mesure et ils pourraient aussi participer. Mais on ne peut pas refuser à ses compatriotes, quoi qu'il en soit, on ne peut pas leur refuser le fait d'aller aussi accompagner
l'équipe. Donc c'est ça le problème. Voilà, parlons aussi d'un autre point, c'est par rapport aux anciens léopards. Nous sommes arrivés à ce point-là parce que vous êtes représentant quand même, avocat, défenseur de ces anciens léopards. Ils étaient aussi en Égypte. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour du ministre et des anciens léopards, autour des anciens léopards et le staff technique. Nous allons quand même d'abord suivre la déclaration du ministre. C'était pendant la CAN, c'était bien avant, non, c'était juste après le troisième match, c'était juste après le match contre le Zimbabwe. Et le ministre a tenu un point de presse, il a voulu éclaircir quand même ce qui s'est passé entre les anciens léopards. Vous allez suivre Lissanga Bonganga qui s'était exprimé au micro de Aïcha Ndao et Blaise Bala. Mes grands frères, les anciens joueurs des léopards, je ne comprends pas les problèmes. J'ai subi d'abord 3 pressions. Et je ne voulais pas les dire, mais je pense que je les dis un peu. Parce que pour le moment, tout le monde m'appelle pour me dire on est obligé de privilégier la cohésion. Privilégions la cohésion parce que c'est ce qui est important. Le reste est là, vous les journalistes, vous me connaissez, les attaques, je peux les recevoir, ça passe, ça entre ici, ça sort, ce n'est pas mon problème. Mais il faut quand même dire certaines choses. L'entraîneur Ibenge qui est là, Ibenge est là, tout ce monde est là, suivez leurs vidéos. Ça se passe quand? C'est quand nous allons au stade. Voyez dans notre délégation, beaucoup de gens sont rentrés. Dès que nous avons perdu les 2 premiers matchs, quel désespoir! J'appelais tête, non, je suis déjà king. Je suis déjà king. Les gens nous ont laissés ici en disant, bon, on va voir ce qui va leur arriver. Comme le Seigneur nous aime, il nous a aidés à gagner les derniers matchs. Et voilà, mes grands frères, les anciens de Léopards, sont restés chez eux à la maison en disant non. En tout cas, ils vont voir, ils commencent à faire des vidéos pour que le mal nous arrive. Ce qui était mal pour eux, ça s'est transformé en bonheur pour nous. Amen. Voilà la première pression. La deuxième pression, ils m'ont mis la pression pour qu'avant ces matchs, je puisse prendre une option politique de suspendre Ibenge. Et madame l'ambassadeur est là. Quelle pression j'avais. Ibenge, c'était un faux entraîneur. Il n'a jamais été un ancien joueur de Léopard. J'en ai souffert. Je vous le dis la vérité. Les gens qui sont en train de suivre leurs vidéos, on ne nous met pas en contact avec les joueurs. Je ne comprends rien. Quel entraîneur, même celui qui parlait là quand il était entraîneur, il peut accepter que vous arrivez à la veille du match, il vous donne le temps, vous commencez à donner des leçons aux joueurs. Et lui va faire quoi? Et tout ce que j'ai fait de bonne foi, c'est de les amener d'abord là où les joueurs s'entraînent, même si on interdisait les gens qui salissent les joueurs, et que les joueurs psychologiquement puissent comprendre que nos aînés sont venus pour nous, nous devons nous battre. Et le soir, par 2 fois, j'ai préparé une table en communion avec la FECOFA pour qu'ils puissent manger ensemble avec les joueurs. Et en dehors de ça, il y a des choses que je ne peux pas dire. Que je ne peux pas dire, des choses graves. Parce que quand les gens te disent que non, quand il vient d'avoir ses salaires 4, 5, 6 mois, il ne donne de l'argent, il ne partage pas, il ne fait rien. Il va faire quoi? Maître Ale Makengo, quand les anciens léopards demandent la démission de Florent Ibenge en pleine compétition, que cela vous inspire? C'était pour nuire à l'équipe nationale ou c'était pour le bien de l'équipe nationale? Non, là je crois que je ne peux pas porter un jugement par rapport à l'intervention du ministre, que je respecte beaucoup. Je crois que lorsque les anciens léopards ont pris cette option de se prononcer par rapport à leurs conditions de vie au niveau de l'Égypte, ils m'ont appelé après avoir balancé leurs vidéos. C'était le 29 juin. Je leur ai fait voir effectivement que tous les actes que vous allez poser, tous ces actes ont des répercussions sur le plan national, sur le plan comportemental, sur le plan des relations. Les gens vont croire qu'effectivement, Maître Makengo derrière, effectivement,
j'ai été l'objet de plusieurs critiques, de suspicions au niveau de l'Égypte. Ce qui a fait que je m'étais recroquevillé en nous-mêmes, le moment de l'ISPED. On n'a pas vraiment accepté certains messages médiatiques, même prononcés par les autorités, compte tenu de cela. C'était pas bien. Mais les anciens léopards se sont plaints par rapport à leurs conditions de vie. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre le coach Ibengue. Ils n'étaient pas contre le coach Ibengue. Moi, je leur ai simplement dit, vous vous êtes exprimé, mais c'est un avantage et un désavantage. Le match se joue un certain 30 juin, où tous les Congolais doivent être unis, quel que soit le problème. Quelles que soient les divergences. Quelles que soient les divergences. Et la LISPED avait même lancé un message pour dire au ministre de traiter ce problème en bon père de famille. Il est ministre. Il y a certains qui étaient dans cette délégation des anciens léopards sont plus vieux que lui, mais en tant que ministre, il est comme père. Et raison pour laquelle, avec cette grogne qu'il y avait au niveau de la délégation en Égypte, on ne pouvait pas amener cette coupe. Il n'y avait pas l'unité. Vous savez, les secrets de la réussite, c'est l'unité. C'est l'unité. Et surtout dans le sport, c'est l'unité. Lorsque les uns sont en train de murmurer et les autres sont en train de faire couler les champagnes, et la population est en train de souffrir par rapport à cette défaite contre le Madagascar, l'élimination, il y a certaines personnes qui se frottent les mains. Moi, j'ai vu certaines personnes qui se sont frottées les mains. Ils se disent, ils se sont frottés les mains, mais tout un peuple a été déçu par rapport à cette élimination, alors qu'on devait faire mieux. Donc, il y a des gens qui n'avaient besoin que de l'élimination de la RDC. Non, je ne peux pas dire qu'ils avaient besoin d'élimination, mais c'est comme si tout était déjà préparé avec la violence verbale, la violence morale, la violence physique qu'on a vécue lors du match contre Madagascar. Ça ne pouvait pas en aucun cas nous donner la chance de remporter la coupe. On rapporte la coupe sereinement. Vous avez vu l'Algérie, comment il a joué, sur le plan technique. Ils ont été ensemble. Et lorsqu'on était avec les Algériens, ils se disaient, cette coupe d'abord, on ne quittera pas le Maghreb. Et cette coupe, comme l'Égypte a été éliminée, cette coupe sera remportée par l'Algérie. Et vous avez vu comment, même si aussi les supporters algériens, à un moment donné, ils sont aussi violents, nous avons vécu leur demi-finale contre... C'est l'habitude des pays maghrébins. Donc c'est ça, la CAF vraiment doit sévir là-dessus. Les supporters algériens ont aussi commis des actes de violence lors du match contre le match de demi-finale. Là, on ferme la parenthèse. Donc, il y avait des sérieux problèmes. Les supporters congolais qui s'attaquent à un conseil du ministre, ils voulaient avoir une information et que la réponse n'était pas favorable, allez en envoyer directement, vous passez à tabac un compatriote parce que vous n'avez pas été satisfait par la réponse. Non, ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas se faire. La grogne des léopards, mais c'est fait à la veille du match contre les Zimbabwe où tout le monde devait être ensemble. Et jusqu'à dire que non, Maître Makengo de l'ISPED doit connaître, il est au courant, et même certaines autorités prennent ça en compte, et ça nous a vraiment déstabilisé à un moment donné sur le plan moral, mais nous sommes quand même ressaisis, et pour vous dire que non, vous savez, même la Bible dit donc, qu'on ne vous trouve pas là où on est en train de vous torpiller. Oui. On n'est pas là. Les anciens léopards, ils sont libres de s'exprimer. Ils sont libres de s'exprimer. Mais la manière dont ils se sont exprimés, quelque part, ça a aussi préjudicié la cohésion nationale. Ouais, là aussi, les ministres avaient raison. On ne pouvait pas, à ce moment-là, lancer ce genre de messages. Mais en revanche, ils ont été aussi, à un moment donné, torpillés. Tu imagines qu'ils n'avaient pas les AID. Là, on avait résolu le problème. Pour entrer au match contre l'Égypte, ils devaient se tenir debout. Vous voyez la rage. On a d'ailleurs vu la déclaration de Santos Moutoubi. Il a fait le parallélisme avec d'autres anciens joueurs d'autres nations, tels que Samuel Eto'o, Didier Drogba. Oui, là aussi, c'est un autre problème. Vous savez, moi, j'avais rencontré une fois là, le président de la CAF, Issa Yatou, par rapport à Ndaye. C'est comme si le joueur congolais, j'ai vu la fédération, c'est bien, il a proposé Ilunga Ireta, qui est maintenant comme ancien joueur, qui est dans une des commissions permanentes de la CAF, c'est une bonne chose. Mais nos légendes, nos stars, le cas de Ndaye, on a simplement rendu hommage à Ndaye lors de dernières journées de la phase des poules. Voilà. Mais à la finale, j'ai vu Eto'o lorsqu'il faisait la procession
en prenant la coupe pour aller mettre à la tribune. Et on parle des meilleurs buteurs de la CAN. On cite Eto'o, on cite Poku, on cite Ndaye. Or Ndaye, c'est le meilleur buteur de tous les temps. C'est l'unique. De l'histoire avec nous. Ndaye a un record, c'est un record mondial. Il est parmi les 9 qui ont marqué 9 buts au moins dans une grande finale, dans une grande compétition de haute envergure. Donc dans une compétition de haute envergure, le dernier, je crois, c'était Platini qui avait marqué 9 en Coupe d'Europe en 84. Oui. Et c'est après Ndaye, c'était Platini. À part eux, il y a personne qui a marqué plus de 9 buts dans une même édition. Mais comme c'est tôt, d'un beaucoup, vous savez, c'est ça qui est... Mais nous avons le président de la FECOFA, il est quand même membre permanent. Il est de devenir premier vice-président de la CAF. C'est aussi un des problèmes qui peut nous amener au niveau de la CAF. Mais il ne le fait pas, pourquoi? Et je crois qu'il doit le faire. Tu m'avais dit, ils n'ont pas l'argent à donner à M. Ndaye et même à tous les 8 heures. C'est un autre pays. Il m'avait dit en Afrique du Sud en 2013, lors de la CAN 2013, il m'avait dit, monsieur, c'est à votre pays. C'est à votre pays d'honorer Ndaye. Nous, la CAF, on viendra. Mais que fait le pays par rapport à ça? Ndaye, même lors de obsèques, vous avez vu comment on a traité même sa famille. Et heureusement, les ministres d'État, Sangabon avant le départ pour la CAN, il avait remis un somme. Une parenthèse, ce dossier-là a été déjà résolu. Une somme symbolique de 10 000 $. Tu vois, il avait remis, j'étais présent, il a remis une somme symbolique de 10 000 $ alors que la famille réclamait 30 000. On est africain, on a enterré cette histoire, je crois qu'on a déjà enterré le vieux, on ne peut plus encore revenir sur ces problèmes-là, mais ça fait quand même une tache d'huile. Donc ce qui a fait que la participation de notre équipe nationale a été émaillée de beaucoup de problèmes. Sur le terrain, c'est le jeu. On n'a pas eu la chance d'aller jusqu'au bout. On a été éliminé en 8e de finale. Bravo à ces joueurs, bravo au staff. Ils n'ont pas démérité. Ce n'était pas aussi l'occasion d'injurier le joueur parce qu'ils ont raté les pénaltys, de critiquer le joueur. Bon, c'est un droit pour les supporters, mais notre liberté doit se limiter aussi. Là où commence la liberté de joueur. Les Bolassi, les Tissera, ils nous ont donné la joie en 2015 à la qualification de Libéria. Mais ce jour-là, ils ont raté les pénaltys. Donc, il était même, je crois que ce jour-là, on était stade. C'est comme si c'était des innocents. La faute était ailleurs, beaucoup de problèmes. Voilà, beaucoup de problèmes. Nous allons terminer avec ce dossier. Maintenant, l'équipe nationale est déjà éliminée, la CAN est terminée. À qui la responsabilité de cet échec? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que pareille situation n'arrive plus? Parce qu'au mois de novembre, nous devons commencer les éliminatoires de la CAN 2021. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que pareille situation ne revienne plus? Mais c'est simple. Nous devons nous prendre conscience. Nous tous. La responsabilité est partagée au ministère, à la fédération, même au niveau de l'équipe aussi. Mais on ne peut pas pleurnicher à tout moment. Nous devons savoir que nous sommes une nation de football. On a été 2 fois champion d'Afrique. La première nation de l'Afrique subsaharienne à participer à une Coupe du Monde. C'est comme si aujourd'hui, lorsque nous participons, on ne sait même pas les objectifs. On ne sait même pas les objectifs de la participation à la CAN, nous ne savons même pas. On s'attaque des fois aux joueurs, on s'attaque aux coachs, on s'attaque à ceci, à cela. Il y a l'imbroglio et nous allons là-bas, on nous jouons par la chance et nous rentrons. Et le gouvernement donne l'argent. Je crois que depuis un certain temps, même en 2013, lorsqu'on était parti, on a quitté au premier tour. Le gouvernement donnait toujours l'argent. Même du temps du régime du président Kabila. Le gouvernement donnait toujours l'argent. Le président Félix Tshisekedi, il a donné l'argent avec les directeurs de Kabila. Ils ont donné l'argent. Ils sont allés à Marbella. De Marbella, nous sommes allés en Égypte. On a donné les primes. Préparation, mais les résultats médiocres. Et les résultats médiocres. Alors, nous voulons encore, de manière stéréotypée, comme une habitude, de recommencer pour le 2021. Et je crois par habitude, on participe toujours. Mais il faut savoir, le football est dynamique, le sport est dynamique. L'Angola qui est parti prématurément, on est dans le même groupe. Le Gabon qui n'avait pas participé, il est avec nous. Nous sommes tous les pays de l'Afrique centrale. Nos matchs sont toujours très serrés. Et il faudra voir si peut-être la Gambie, qui est aussi très forte, pourra aussi battre le Djibouti et que ce soit le Djibouti et la Gambie. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu avec le Madagascar, avec l'Ouganda. Je crois que le ministère, la fédération, le staff, il faut déjà, dès ces moments,
éclaircir l'opinion par rapport au staff qui va diriger l'équipe nationale. Il faudra pas qu'il y ait encore de tohu-bohu. Je crois que Mobutu en 1914, lorsque ça pataugé, il a débauché Vidinic. Vidinic qui était l'entraîneur du Maroc, qui a fait qualifier le Maroc à la Coupe du Monde 70. Il est venu, Vidinic a fait le travail. Ibenge, il fait son travail, mais il faut le mettre dans les conditions. Il faut qu'on les dise clairement s'ils ont besoin de continuer avec Ibenge officiellement ou non. Nous avons vu Hervé Renard, ils ont été éliminés par le Bénin. Hervé Renard a démissionné. Il n'est plus au niveau, il a parlé avec sa fédération. Ce n'est pas le cas avec Ibenge. Ibenge est encore là. Peut-être il doit faire une évaluation avec son employeur, qui est l'État congolais, et celui qui l'avait proposé, c'est la fédération. Il faut que nous puissions voir clair là-dessus. Je ne sais même pas lorsqu'il est parti, Ibenge, lorsqu'il est parti en Égypte, s'il avait signé un contrat, je ne sais même pas. Parlons justement de Florent Ibenge, nous allons parler de son avenir en équipe nationale. Vous avez dit qu'ici, il faut avoir des objectifs pour aller dans une compétition. Et Florent Ibenge avait signé un contrat d'objectifs ici. Nous allons parler de Florent Ibenge, de son avenir en équipe nationale. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas atteint. Est-ce que c'est opportun que Florent Ibenge reste ou il doit démissionner de l'équipe nationale? C'est vous et moi, nous entendons seulement qu'il avait un objectif. Qui l'avait dit officiellement? Est-ce que le gouvernement s'était prononcé pour dire que non, M. Ibenge, vous allez là-bas, il y a un objectif, ramenez-nous la coupe, si vous ne ramenez pas la coupe, et vous allez... Est-ce qu'il y avait une condition résolutoire, donc on doit révoquer le contrat si Ibenge n'a pas atteint l'objectif? Mais je ne sais pas. C'est un tout, l'équipe nationale. C'est un tout. Et je crois que la responsabilité ne compte pas seulement au coach Ibenge. Et il revient à ceux-là qui gèrent les sports, le gouvernement à travers les ministères de sport, la fédération et les staffs, se mettre sur une table, qu'ils fassent l'évaluation. Et avant qu'on puisse entamer les éliminatoires, qu'on soit clair là-dessus. Qui va diriger l'équipe nationale? On le met dans les conditions. Si c'est Ibenge, il continue avec l'équipe. Si ce n'est pas lui, on cherche une autre et une figure de proue. Vous comprenez? Nous avons eu on a eu Ibenge parmi les élites des entraîneurs de notre pays. Si nous citons les locaux qui ont pu, nos compatriotes qui ont pu amener à bon port ces équipes, Ibenge a fait qualifier l'équipe en 2015, il a fait qualifier l'équipe en 2017, il a fait qualifier l'équipe en 2019. C'est quand même un record pour un entraîneur. Je crois que l'État lui a payé ses primes de qualification, comme je vois. Moi, j'ai été conseiller de Moutubi des Santos. Lorsque Moutubi des Santos voulait signer le contrat, on a comparé le contrat de Moutubi des Santos avec celui de Claude Desrois, et c'était vraiment du jour à la nuit. On dit non, vous êtes compatriotes, ne vous occupez pas des conditions des étrangers qui demandent toujours les primes de qualification. Or, un entraîneur qui a fait qualifier l'équipe dans le contrat, il doit avoir sa prime de qualification. Est-ce que Ibenge, on le paye pour sa prime de 2015, pour sa prime de 2017 et pour sa prime de 2019? C'est une question que nous nous posons. Voilà. Donc, c'est à eux de voir dans quelle mesure, soit Ibenge continue, soit il laisse. Vous lui dites, effectivement, vous avez bien fait votre travail. Nous avons vu qu'avec Moutubi les Santos, il y a Watunda, le feu Watunda, il y a le feu Bibé. Ce sont ceux-là, avec les Kalala Mukende comme ça, et les autres, qui ont conduit cette équipe nationale, nos compatriotes, et je crois qu'ils nous va démériter. Donc il y a lieu maintenant de leur trouver une voie de sortie honorable, soit vous les laissez, soit vous dites que non, monsieur, il est temps, peut partir, et c'est à l'amiable de les faire sportivement avec un effet. Il y a beaucoup de critiques envers Florent Ibenge. Si l'équipe a fait une piètre figure à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi la responsabilité de Florent Ibenge. Il n'a pas fait un bon casting, il n'a pas donné à l'équipe nationale un jeu qui pouvait séduire. C'est ce qui est reproché à Florent Ibenge. Donc si ça ne tient pas, il peut démissionner de lui-même. C'est ça, Joël. La victoire à plusieurs par an, mais la défaite... La défaite est orpheline. Oui, donc lorsque
Ibenge faisait gagner l'équipe, Ibenge coaché. Lorsqu'il a même fait gagner contre les Zimbabwe, on a applaudi Ibenge, il a mis un bon système. Alors que c'est ça, le football est méchant. Vraiment, le football est méchant. Ibenge, moi je l'encourage toujours. Il a fait son temps. Si on estime qu'il continue, qu'on le met dans des conditions, si on estime qu'il ne peut plus aller, qu'il ne peut plus continuer avec l'équipe, qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on le dise clairement, et que l'État, à travers le ministère des Sports, ensemble avec la fédération, prenne des dispositions pour dire 2021, voici ce qu'on doit faire, voici l'homme rare, l'oiseau rare que nous a amené, parce que Ibeng aussi c'est un oiseau rare qu'on avait déniché au niveau de l'ASV Club, au niveau de l'équipe nationale. Il nous a fait voir qu'il était compétent, il a fait qualifier l'équipe à 3 reprises d'affilée, il a qualifié l'équipe à 3 fois d'affilée. C'est quelqu'un qu'il faut féliciter et qu'il faut vraiment honorer, même si aujourd'hui il part, il laisse l'équipe nationale, il va partir en grand. Mais qu'on nous amène quelqu'un qu'on pourra rêver plus qu'Ibenge, parce qu'Ibenge déjà nous fait rêver. Alors qu'on nous amène quelqu'un qui va nous faire rêver grand et vu bien le payer son argent. C'est ça le grand problème. On amène souvent nos compatriotes parce que non, il va c'était à peine $18 000. Ouais, à peine 18 000, il n'y a même pas de droit de congé. Moi je comparais les contrats de Claude Roy. Il a un droit de congé, il a un appartement, il roule carrosse, on lui donne le véhicule. Il donne le jour, il a les véhicules. Lorsqu'il a gagné les Chan, il a gagné les Chan, un véhicule, après avoir gagné les Chan, même les Santos Moutoubi, après avoir gagné les Chan, il a eu le problème, parce que c'est ça le problème. Donc l'industrie locale, des fois, on les néglige. Raison pour laquelle nous demandons vraiment, s'il y a une autre industrie locale plus que Ibenge, je ne sais pas s'il y en a, je ne sais pas, jusque-là, s'ils sont là, qu'on les mette dans de bonnes conditions, qu'on ne vienne pas brouder à Ibenge. Non, on ne peut pas, il touche beaucoup d'argent, avec cet argent, on peut même construire des écoles, comme on avait entendu dans notre part. Non, c'est pas ça. Voilà, merci beaucoup Maître Alain. Nous allons passer à notre sujet. Ce soir, vous savez, l'AS Vita Club, ça grogne du côté de l'AS Vita Club. Bien sûr, il y a beaucoup d'arrivées. On parle d'Ahmed Touré et l'autre qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés. Il y a aussi un autre Burkinabé venant de la Côte d'Ivoire. Il avait déjà signé. Il y a pas mal de joueurs qui sont en train de venir. Mais il y a aussi les départs. Mais quel genre de départ? Vous allez suivre d'abord cet élément du départ de certains joueurs de l'AS Vita Club du côté du Maroc. Et on se retrouve pour parler de ce dossier de l'AS Vita Club. Comment est-ce que les joueurs de l'AS Vita Club sont transférés? Comment est-ce qu'ils partent d'eux-mêmes ou ce sont les dirigeants du club qui négocient ces contrats? Suivez cet élément et on se retrouve juste après. L'information a circulé comme une traînée de poudre quand le secrétaire de l'AS Vita Club annonça la fuite de 4 joueurs de l'effectif de son club. 4 joueurs, pas le moindre, Francis Kazadi, le buteur de l'équipe la saison dernière, Nelson Munganga, le capitaine, Padou Bompunga, le patron de la défense, et Yannick Bangala. Un jour après, ce dernier décida de revenir à sa décision de faire cavalier. Mais les 3 premiers ont rejoint le Maroc via Brazzaville sans l'accord du club. La direction de l'AS Vita Club compte saisir la Confédération africaine de football de sorte que les acquéreurs puissent se conformer à la réglementation en ce qui concerne le transfert de joueurs, car Bompunga, Munganga et Kazadi, leur contrat court encore dans 20 clubs. Rappelez-vous que pareille situation n'est pas une nouveauté dans 20 clubs. Dans le passé, les joueurs étaient aussi partis sans l'accord du club. On se souvient du cas Patiyeye qui avait par la suite joué en Israël, mais l'exemple récent est celui de Chiquito Lema après la Ligue des Champions 2014. Tout ce temps qui est passé, les dirigeants de l'AS Vita Club n'ont toujours pas placé des garde-fous. Et cela pousse l'opinion à croire que c'est quelque chose qui s'est fait en connivence avec les dirigeants du club pour flouer les supporters. Eh bien, l'AS Vita Club a connu ce cas avec Patiyeye vers le début des années 2000. Il a connu ce cas avec Lema après la finale de la Ligue des Champions 2014. Et voilà,
il y a Padou Bomponga, Nelson Munganga et Francis Kazadi qui partent au Maroc à l'insu des dirigeants du club, Maître Alain Makengo. Est-ce que pareille situation peut arriver à une équipe professionnelle, à un club qui se dit professionnel? Un joueur peut partir sans l'aval du club et puis aller commencer à jouer ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. On peut avoir des enfants, mais on donne des enfants, mais on ne donne pas leur cœur. Vous savez, les joueurs congolais ont leur façon de réfléchir. Nous condamnons cette fuite de ces joueurs qui sont des internationaux. Des internationaux en plus. Ouais. Vous avez cité dans votre commentaire le cas de Yeye. Je me rappelle encore, il y a un autre cas de Moulimbi qu'on a fait voyager vers l'Algérie où il était parti. Mais il faut que les joueurs sachent que les équipes comme le Lazio Club, le tout-puissant Mazembe, Clermont, ce sont des institutions. Les joueurs vont partir, mais cette institution va rester. Mais il faut qu'il y ait de la manière pour quitter. Je crois que Lazio Club a transféré Ngoma. C'était de manière officielle. Les Mouzungu sont partis. Même s'il y avait la grogne. Même s'il y avait la grogne, mais ils passent par... Il faut que les gens sachent. Certains joueurs passent par un club de manière temporaire. Ils ont leur club. Je crois qu'il était ici de Chartres. De Chartres, oui. Et les Moukoko Bateza, il était ici de Lupopo. Sangabalende. Donc Sangabalende a transféré dans l'Azver Club 2 ans. Il a joué dans l'Azver Club. Et lorsqu'on transfère, ça devient le problème de l'Azver Club. Et lorsque les équipes, ces joueurs partent, c'est ça sur le problème. Est-ce maintenant, ils ont été bien traités par l'Azver Club. Et s'il y avait un contrat en bonne et due forme, parce qu'il y a un contrat en bonne et due forme, l'Azver Club ne peut même pas se plaindre, même au niveau de la table. Mais si ces joueurs-là étaient de manière, et ils n'avaient pas un contrat en bonne et due forme, et qu'arrivant là-bas au Maroc, ils sont comme les joueurs libres, là c'est un sérieux problème. Et voici l'occasion maintenant, je vis la fédération se bien en train de faire des séminaires avec l'apport de la FIFA sur le transfert. Il faudra inculquer, et c'est là à nos joueurs, comment il peut quitter leur équipe. Ça c'est comme si vous quittez l'équipe par la voie de la pirogue. Partir par Brazzaville, Maroc. Vous avez vu à un moment donné, il y a certains handballeurs qui devaient traverser, ils ont été noyés, ils sont morts. Et imaginez-vous aujourd'hui, on pleure, Kazadi et l'autre par noyade. C'est pas bien. Alors, je crois que nous condamnons, la liste condamne ce genre de comportement de nos joueurs. Il ne faut pas que ça soit une leçon pour les autres. Et ils sont des stars, ils sont des leaders. Comment les jeunes qui les voient, qui sont en train de voir comme exemple, ils veulent jouer dans l'Azver Club, dans tout puissant, de voir ce genre de comportement auprès des internationaux. Je crois que ça ne peut pas se faire. L'Azver Club ne doit que se plaindre. Et quand l'Azver Club se plaint, il y a aussi les Kalé Mamabidi qui était parti comme ça en 2014. Je me rappelle, il est parti lorsqu'on jouait la CAN 2015. Oui. Il est parti, et Lema aussi n'était pas le joueur de l'Azver Club. Lema, je crois, il était joueur de Chartres. Oui. Donc, il a joué dans l'Azver Club, et je crois que son contrat avait pris fin à l'Azver Club, et le club, son club formateur, l'avait transféré. C'est pas même l'histoire de la fin. Mais avec tout ce qui vient, tout ce qui le club a transféré Ngoma. Il n'y a pas eu de problème. Le club a transféré, je crois, Mouzungu. Il n'y a eu pas de problème. Mais ce jour-là, ils ont fui. Ils ont fui pour aller au Maroc. Mais c'est ça que la question maintenant qu'on se pose. Si l'Azver Club avait des contrats bons et due forme avec ce joueur, il n'a pas à se plaindre. Mais s'il n'y avait pas de contrat, si tout n'était pas au nord, je crois qu'ils vont perdre ces joueurs. Comme Mazembe avait perdu Kaluka Diogo, de Patou Kabango lorsqu'ils sont partis, comme ça ils n'avaient pas de contrat, ils étaient considérés comme des joueurs libres. Ils seront considérés comme les joueurs libres s'ils n'ont pas de contrat avec l'AS Vita Club, vous l'avez dit, Maître Alain Makengo. Mais qu'est-ce que les dirigeants des clubs doivent faire pour quel garde-fou ils doivent mettre pour que pareille situation ne revienne plus? Parce que c'est récurrent dans l'AS Vita Club. C'est tout un système qui est mis en place par la CAF et la FIFA, je crois qu'à travers la CAF, je crois qu'ils sont en train de suivre un séminaire. C'est pas cette mission qu'on doit étaler ça, je crois qu'il faut inviter nos amis de la fédération pour expliquer pour le moment quels sont les mécanismes qu'on prend pour que le joueur soit scellé au niveau de son club pour qu'il n'y ait pas ce genre de niveau. Mais il faut aussi savoir, on ne peut pas indéfiniment
Prendre un joueur comme un esclave dans une équipe, les joueurs... C'est comme ici au Congo, un contrat définitif. Et je vois, jusqu'aujourd'hui, on vient de me soumettre un grand club de ces pays qui fait encore signer des contrats à titre définitif. Alors que les contrats à titre définitif, les contrats de transfert à titre définitif, c'est prohibé par mais un grand club du pays fait encore signer un contrat. Et lorsque vous allez vous plaindre auprès de certaines instances, comme ils ont des influences, ils ont, je me rappelle, c'est le même cas avec Tissulou, avec le tout-puissant Mazembe. Et le tout-puissant Mazembe devait remettre de l'argent à l'équipe des Pharmabo jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter, qu'il faut inculquer à nos clubs pour que ce genre de quoi qu'on ne puisse plus y arriver. Merci beaucoup, Maître Alain Makengo. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci pour votre présence. J'ai dit vous malheureusement juste à la fin de l'émission, il n'est pas arrivé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. En tout cas, la CAN est passée. Nous revenons avec nos programmes habituels. Le rendez-vous est pris pour le lundi, déjà pour un autre numéro de Duel des sportifs, mais le vendredi. Retrouvez-nous pour l'émission Massanou avec Aïcha Ndawa à la présentation. Merci à Trésor Zimambou qui était à la prise de vue. Merci à Driss Makengo à la réalisation. Et pourquoi pas Makana, voilà, Makana Jovial qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à vous, merci à l'ensemble de l'équipe technique. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro de Duel des sportifs. Au revoir. Thank you.